Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce mardi 9 mai, journée de l'Europe. Nombreuses ont été les cérémonies pour ce jour de l'Europe. Exemple à Vécrin, en présence des écoliers de l'arc mosellan, une jeunesse qu'il faut sensibiliser au devoir de mémoire. Dans cette édition également, l'inauguration de la centrale photovoltaïque Falkenson à Trietlin-Redlar. Environ 11 millions ont été investis pour produire de l'énergie verte pour 30% de la population du district urbain de Folquemont. Et puis nous irons découvrir de plus près l'Opéra-Théâtre de Metz, l'un des plus beaux et plus vieux de France encore en activité. Immersion dans notre patrimoine d'ici quelques minutes. La météo de mercredi sera maussade, nuages et averses seront encore au rendez-vous. Malgré une légère amélioration l'après-midi, les valeurs seront comprises entre 10 et 16 degrés. 1 à 2 femmes sur 10 souffrent d'endométriose diagnostiquée, une maladie douloureuse et handicapante qui peine à être reconnue. Alors comment améliorer le quotidien de ces femmes? Asma Hassoun, bonsoir. Bonsoir. Vous avez peut-être trouvé l'un des moyens d'apaiser ces souffrances avec la création d'une ceinture chauffante et massante, une création qui est née à Blida, à Metz. On va faire le point sur ce sujet dans quelques minutes, le temps de développer les titres. En cette journée de l'Europe et à l'heure où la guerre fait rage à ses portes, ce mardi 9 mai résonne comme un rappel des valeurs essentielles du texte fondateur de la construction européenne. Assis Chazelle, Patrick Veyten, président du département, et Laurent Touvet, préfet de la Moselle, se sont rendus à l'église Saint-Quentin pour rendre hommage à Robert Schuman. Une cérémonie symbolique avec un dépôt de gerbes sur la sépulture du père fondateur, le tout sur fond de chants religieux. L'occasion de demander au président du département ce que représente cette journée. Je crois que c'est important dans ces moments de trouble que traverse l'Europe, avec une guerre sur le territoire de l'Europe, aux portes de notre continent. L'Europe est née ici, à Assis-Chazelle, en Moselle, par l'écriture, par l'expression d'un Mosellan, Robert Schuman. On l'oublie de trop. On oublie Robert Schuman, on oublie la Moselle, on oublie ce que représente la Moselle qui a payé un lourd tribut. Et être ici aux côtés de l'État, pour nous c'était symboliquement très très fort. Et c'est symboliquement ce que nous respectons. Beaucoup reprochent à l'Europe tous ces mots, mais je crois qu'il faut surtout démontrer son importance et sa qualité. C'est celle de vivre en paix, avoir des territoires ouverts, avoir capacité de pouvoir se déplacer, avec un respect de tous les territoires. Une journée de l'Europe tournée vers l'avenir et donc vers la jeunesse. Avec une cérémonie commémorative s'est déroulée au gros ouvrage du Maginot, du Hackenberg, en présence des enfants de CM2 des écoles du territoire de l'arc mosellan. Un moyen de les sensibiliser au devoir de mémoire. Reportage de Jean Milon. Ils ne sont qu'en CM2, mais portent déjà fièrement les couleurs de la France et de l'Europe. 51 élèves précisément sont devenus l'espace de quelques minutes de véritables porte-drapeaux. Je suis fière parce que je représente mon village et je suis content d'avoir été élue en fait, ce porte-drapeau. C'est à la fois stressant et bien. Ça représente un grand honneur de porter le drapeau de l'Europe que Robert Schuman a créé. C'était un très beau moment. En tout, près de 400 enfants ont participé cette année à cette cérémonie commémorative. Le but étant de les accompagner dans l'apprentissage du devoir civique et de mémoire. C'est pour commémorer la fin de la Deuxième Guerre mondiale et pour rendre hommage à tous les gens qui sont morts pour nous. Des émotions. Parce que malheureusement, il y a des personnes qui sont mortes pendant la guerre et c'est triste. La France et l'Allemagne
à travailler ensemble pour créer l'Europe. Parce que c'est important de s'entendre. Nous avons besoin de cette paix au moment où les canons tonnent aux portes de l'Europe en Ukraine. Donc c'est tout cela que nous avons voulu transmettre comme message aujourd'hui à cette jeunesse, parce qu'ils s'en souviendront à un moment ou à un autre. Ils ont porté le drapeau de l'Europe, ils ont porté le drapeau tricolore, marqué au sceau à la fois de la commune et de leur école. Et pour célébrer l'Europe et saluer l'entente franco-allemande, 18 collégiens allemands ont fait également le déplacement. C'était important pour moi qu'il y ait ce lien entre les enfants français et les enfants allemands, entre nos deux pays. C'est la France et l'Allemagne qui ont construit, il y a plus de 70 ans, l'Europe, en 1950, avec la déclaration de Robert Schuman, avec Konrad Adenauer en Allemagne. Et donc c'est un message qu'on doit sans cesse répéter. L'après-midi, les enfants ont pu visiter le gros ouvrage Maginot du Hackenberg. Une journée bien remplie donc, possible grâce à l'Arc Mosellan, qui a organisé et financé les transports. Envoyez. 125 millions d'euros pour le 1er régiment d'infanterie de Sarrebourg. Souvenez-vous, c'était la promesse de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, fin avril. Un investissement de taille pour le régiment mosellan qui s'inscrit dans la loi programmation militaire. Loi dont le budget sera examiné dans les prochains jours à l'Assemblée. À Sarrebourg, ces 125 millions permettraient d'être dotés d'une quarantaine de véhicules blindés en plus et de développer la spécialité drone. De quoi organiser différemment le régiment à l'heure où le conflit ukrainien entraîne un risque d'une guerre de haute intensité. Bien sûr, d'autres projets sont à financer, l'accueil des familles de militaires, la construction de locaux supplémentaires pour doubler la capacité d'accueil des réservistes et la modernisation du stand de tir. C'est l'un des plus gros projets en matière énergétique dans le Grand Est qui vient d'être inauguré ce mardi 9 mai. La centrale photovoltaïque Falkenson, qui s'étend sur 16 hectares, va fournir en énergie verte l'équivalent de la consommation de 7000 habitants, soit 30% de la population du district urbain de Folquemont. Découvrez ce site en images. Inaugurée, la centrale Falkenson laisse déjà son empreinte. Ces 17 hectares de panneaux photovoltaïques couvrent le plus grand parc de ce genre dans le Grand Est. Alors que les 10 premiers panneaux ont été installés il y a quasiment un an jour pour jour, ce sont désormais pas moins de 35 700 panneaux qui occupent ce qui était l'une des plus grosses décharges d'ordures ménagères du secteur et qui n'était plus utilisée depuis plus de 30 ans. Nous avons toute une diversité de possibilités, je ne dirais pas d'autonomie. Ce qui est produit ici ne va pas dans chacune des maisons. Il y a un dispatching en matière énergétique. Mais actuellement, cette centrale va permettre de fournir l'équivalent de la consommation de 7000 habitants. Quand on sait qu'il y en a 25 000 dans le district. Ce n'est pas moins de 30% du district urbain de Folquemont qui pourra bénéficier de cette énergie produite puis injectée sur le réseau de l'UEM. Coût de l'opération, 11 millions d'euros, dont une partie provenant de contributeurs. Mais ce projet ne sera pas le seul dans le coin. En effet, c'est le premier projet photovoltaïque du groupe Français de l'énergie qui en appelle d'autres, puisqu'on a un objectif d'installation de 100 MW de capacité à horizon 2026. Donc ce projet en appelle d'autres, et le deuxième est juste à côté, de taille équivalente, réhabilitation encore une fois d'une friche industrielle, donc à l'occurrence le carreau de la mine de Créange. La politique de diversification énergétique se développe dans le district urbain de Folquemont avec cette centrale solaire fonctionnelle depuis janvier 2023. Je vous propose maintenant de parler économie, focus sur ces entreprises familiales comme le groupe Tilly installé à Voipy depuis les années 60. C'est l'heure de la rubrique éco avec le journal économique Eurométropole de Metz, Moselle sans limite et les fonds d'investissement lorrains ILP. Il est certain que travailler en famille comporte son lot d'avantages et d'inconvénients. Mais en Moselle, certaines entreprises ont su trouver le juste équilibre. Exemple avec Tilly, entreprise de distribution et de réparation de matériel de manutention. Reportage de Jonathan Vaucher. Spécialisée dans la distribution et la réparation de matériel de manutention, l'entreprise familiale de Claude Tilly a démarré après la Seconde Guerre mondiale à Metz. Installée à Voipy depuis les années 60, le fondateur a travaillé avec son fils Joseph Tilly entre 1976 et 1990, une période qui a fait passer l'entreprise de 50 à 80 collaborateurs. C'est à cette époque que Lionel a rejoint l'aventure. Apprenti en 1982,
Il a travaillé avec les 3 dirigeants de la famille. Le grand-père, monsieur Tilly, j'ai connu le père et maintenant Claude Pierre Tilly. La complicité, c'était mieux que dans une grosse entreprise, une usine. C'est plus, pour moi, c'était plus convivial. Moi, j'ai toujours, c'est pour ça que d'ailleurs que je suis encore là. On fait pratiquement une grosse partie de sa vie au sein d'une société, donc il faut quand même s'y sentir bien, quoi. Le petit-fils Pierre Tilly a d'abord travaillé avec son père de 2004 à 2015, reprenant la direction de l'entreprise en 2012. S'il est désormais le seul de sa famille dans l'organigramme, ses collaborateurs évoquent un cap qui perdure au fil des décennies. Aujourd'hui, notre dirigeant, donc Pierre Tilly, aussi bien de par l'histoire du groupe, le présent et le futur, inscrit une démarche en continuité qui est claire dans l'esprit des collaborateurs. En parallèle, quand on prend les grands groupes, c'est pas toujours simple. Vous avez des sessions de management, de managers qui peuvent être sur des durées beaucoup plus courtes, de 3, 4 à 5 ans, où les caps changent, où la communication est beaucoup plus dure, donc très peu de visibilité et de compréhension pour le collaborateur dans le projet d'entreprise. Voilà, ce qui fait que forcément, la réactivité et la compétitivité n'est pas forcément au rendez-vous. Avec l'arrivée de nouvelles marques au sein de l'entreprise, Tilly est devenu un groupe il y a une vingtaine d'années, comprenant désormais les 3 agences de Voipi, Tilloc, Tillmat et Tilly Manutention. Un groupe qui conserve néanmoins son esprit familial, comme lorsque les salariés veulent évoluer dans leur carrière. Effectivement, c'est un très gros avantage de travailler dans une société familiale. J'ai commencé chez Tilly Manutention et puis un jour, j'ai eu envie de changer de poste et de société. Donc j'ai tout simplement demandé à M. Tilly si je pouvais passer du côté location. Et en fait, voilà, il m'a donné ma chance. Donc l'avantage d'une société familiale, c'est de pouvoir donner la chance à ses salariés. On n'est pas des numéros. Avec Pierre Tilly, le PDG de l'entreprise, on a une très bonne entente, on a des échanges quasiment au quotidien. Chaque service sait plus ou moins ce que fait les autres. Je pense que dans une grande entreprise, c'est que des titres. Le groupe Tilly qui a dû prendre un virage depuis les années 2000, rester solide et proche des collaborateurs tout en ayant l'ambition et la perspective d'une industrie plus normée. Et surtout exporter cette culture d'entreprise au sein des 10 agences réparties entre 2 régions françaises et le Luxembourg. Tilly compte désormais 145 personnes. En 11 ans, le chiffre d'affaires global est passé de 30 à 57 millions d'euros. Aujourd'hui, 500 machines neuves sont mises en route chaque année. Moteur vrombissant et compétition de haut vol. Ce week-end à Bitche se tenait la 5e étape du championnat de France de motocross organisé par l'Union motocycliste bitchoise. Un rendez-vous toujours très prisé par les amateurs de whoop. Vous savez, ces fameuses bosses à répétition. Près de 6500 personnes ont assisté au spectacle proposé par les 300 pilotes, toutes catégories confondues. D'ailleurs, dans la catégorie élite MX1, Xavier Bog, licencié à Bitche, a fini 6e, tandis que le jeune Mosellan Jarn Bervost du Moselle MC s'est imposé en catégorie espoir. On va maintenant en parler endométriose et objets connectés avec notre invité du jour. Asma Hassoun, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente fondatrice de la société Maïmouni. Votre produit phare, une ceinture chauffante, massante et connectée qui a pour objectif d'atténuer les douleurs liées aux règles. Et tout a été pensé et créé à Metz. Qu'est-ce qui vous a motivé à trouver cette solution ? Tout a commencé au moment où j'étais étudiante, donc il y a 4 ans. Et je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat. Je voulais créer quelque chose d'utile, une solution utile pour soulager, pour apporter du soulagement aux personnes. Et cette solution, c'est la ceinture. Donc c'est un objet connecté, chauffant et massant. Donc on utilise la thermothérapie et le massage sous forme de vibration pour apporter du soulagement à ces personnes-là. Pourquoi ces personnes qui sont touchées par l'endométriose en particulier ? À ces personnes qui souffrent de douleurs de règles fortes, de douleurs d'endométriose, donc de maladies chroniques, des douleurs lombaires et des douleurs digestives. Parce que moi-même, je souffre de douleurs de règles et donc je me soulage avec le chauffage ainsi que le massage circulaire. Donc je me suis dit pourquoi pas créer un objet pratique pour se soulager dehors avec. D'ailleurs, c'est souvent long avant d'avoir un diagnostic précis. Donc, on cherche en effet ce qui peut apaiser un petit peu au quotidien. Cette ceinture, c'est un projet qui a mûri, on le comprend, assez longtemps. Un produit créé grâce au soutien de la pépinière d'entreprise Ablida.
Absolument. Donc, j'avais seulement l'idée en tête. Et c'est là où je me suis tournée vers Blida et plus précisément vers The Pool. Donc, c'est l'incubateur de projets innovants à Metz. J'aurais proposé mon idée. Donc, c'était vraiment une idée simple. Je n'avais pas de prototype. Et donc, j'ai eu le soutien également de la part de la BPI, de la région Grand Est, qui considérait mon projet comme un projet innovant. Et donc, la première étape était de trouver un bureau d'études. Donc, j'ai trouvé un bureau d'études en Angleterre qui est spécialisé dans les objets connectés. Donc, on appelle ça le wearable, dans tout ce qui est objets connectés portatifs, pour pouvoir me fabriquer cette ceinture. Alors, concrètement, comment elle fonctionne cette ceinture? On a parlé de chauffage, de massage. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails? Oui, donc la ceinture, elle ressemble à ça. Donc c'est une ceinture qui est vraiment très très fine, elle est discrète. À l'intérieur, il y a de la thermothérapie, donc le chauffage. Il y a également une transmission de transcutanée. Donc on appelle ça, c'est de la vibration. Et pourquoi on a choisi ce type de vibration? Donc la vibration qu'on choisit, c'est une vibration à une certaine fréquence. D'ailleurs, le brevet a été mis sur le massage qui permet d'inhiber les fibres nerveuses. Là, c'est vraiment très scientifique, mais concrètement, ça permet de contrôler le message envoyé au cerveau. Donc, on dit au cerveau, concentre-toi sur les vibrations et sur le chauffage et non pas sur la douleur. Et ce qui se passe, c'est vraiment la vraie valeur ajoutée du produit. De plus, elle est très discrète, donc on peut la poser, on peut la mettre sous les habits. Donc, également. Au quotidien, on peut aller travailler avec, par Absolument. exemple. Donc, c'est ça l'objectif. Et aussi l'autonomie. Donc, l'autonomie peut atteindre 7h30, ce qui est énorme. Donc, de la chaleur et du massage pendant toute une journée, c'est très agréable. Aujourd'hui, vous l'avez dit, cette ceinture, en tout cas le massage qui est procuré est breveté. Mais est-ce que vous avez fait tester ce dispositif avec une étude clinique plus précisément? Oui, donc je me suis rapprochée d'un radiologue quand j'avais l'idée. Je lui ai parlé d'un espèce de textile connecté, chauffant et massant. Il a validé mon idée directement, car il reçoit tous les jours des patientes qui souffrent de douleurs, qui ont besoin d'une écho, d'une IRM pour voir si elles ont l'endométriose ou bien d'autres maladies. Et c'est là qu'on a pu sélectionner une cinquantaine de patientes qui ont des douleurs de règles et également des douleurs d'endométriose. On a pu faire des tests et des prototypes sur des personnes-là et on a eu des résultats exceptionnels. Donc au bout de 30 minutes, on peut ressentir un bien-effet et également au bout de quelques heures, la douleur a diminué de 70%, ce qui est énorme pour des douleurs chroniques. Alors on l'a vu sur les images à l'instant, c'est lié à une application sur son téléphone, donc on peut vraiment régler chaque paramètre. Oui, donc il y a le chauffage qu'on peut mettre en place, ensuite on règle le chauffage et également le massage, donc c'est plusieurs modes de massage que la personne elle peut choisir, également l'intensité, donc elle peut trouver son bonheur à travers un des modes de massage. Mais ce n'est pas un dispositif médical? Non, c'est un produit de confort et de bien-être. Pour le moment, on n'est pas un DM, donc un dispositif médical, mais prochainement, donc on est sur la ligne pour que ça soit un dispositif médical. Alors pour pouvoir l'utiliser, il faudra débourser à peu près 180 €. C'est bien ça, en tout cas c'est ce qui était noté sur le site. Il existe différentes tailles. Vous allez du 34 au 50 pour brasser, j'imagine, tout un panel. Elle a été imaginée pour les femmes de prime abord. Vous l'avez détaillé. On peut aussi l'utiliser quand on a d'autres maux, avec avis médical bien sûr, j'imagine. D'autres projets de développement autour de cette ceinture? Oui, on a d'autres projets en rapport avec le confort et le bien-être, donc surtout avec la partie vibration. On sous-estime les vibrations qu'on a mis en place, donc c'est quelque chose qui n'est pas vraiment très connu, mais ces vibrations-là, on peut les mettre sur d'autres parties du corps parce qu'elles ont vraiment un vrai rôle pour le soulagement de plusieurs maladies chroniques. Donc oui, bien sûr, il y aura d'autres produits qui vont être mis en place prochainement. Vous pouvez dès à présent donc vous rendre sur le site internet mymouni.fr. Merci beaucoup pour votre présence sur notre plateau et vos explications. Merci à bientôt. Et partons dès à présent à la découverte de l'une des pépites du patrimoine mosellan, l'Opéra-Théâtre de Metz, l'un des plus beaux de France et le plus vieux de l'Hexagone encore en activité. Élément majeur de la vie culturelle mosellane, cet édifice est construit lors des grandes transformations urbaines de la ville au XVIIIe siècle et trône depuis sur l'île du Petit Saulcy sur la place de la Comédie. Immersion avec Tim Gérard. Le rayonnement d'une ville dépend aussi de son patrimoine. Et au cœur de Metz, l'un des éléments de patrimoine qui se démarque se trouve sur la place de la Comédie. Il s'agit de l'Opéra-Théâtre, un bâtiment construit au XVIIIe siècle et doté d'une histoire exceptionnelle que nous allons découvrir avec Sophie Delange, guide conférencière qui connaît tout cela par cœur.
Alors l'opéra-théâtre, il fait partie d'un projet ambitieux, un projet d'urbanisme qui est à l'instigation du maréchal duc de Belle-Île, le gouverneur des Trois Évêchés. Alors Belle-Île, c'était le petit-fils du surintendant des finances, Nicolas Fouquet. Donc c'était une famille en disgrâce, en défaveur, et il va devenir un zélé serviteur de l'État. Il va faire quasiment toute sa carrière ici à Metz et il va vraiment s'atteler à changer la physionomie de notre ville qui était encore très médiévale à cette époque-là et d'en faire une ville royale, une ville française. Et parmi les grands travaux de ce maréchal-duc de Belle-Île, il y a donc cette place de la Comédie, construite sur un ancien marécage. Et la construction ne sera pas un long fleuve tranquille, loin de là. Parmi les péripéties, on trouve 2 architectes incompétents qui s'enfuient avec la caisse des travaux, ce qui retardera considérablement, bien sûr, le déroulé du chantier. Heureusement, de 1738 à 1752, l'édifice, peu à peu, s'élève et s'étale sur cette île. Pour autant, tout ce que nous voyons ne date pas du siècle des Lumières, certains éléments sont ajoutés au 19e siècle. C'est en 1860 que la municipalité demande à Charles Pêtre, un sculpteur messin, d'embellir ce monument. Donc Charles Pêtre va réaliser ces sculptures, ces poutis que l'on peut voir au fait de la balustrade. Au centre, on voit aussi une muse de l'inspiration lyrique. Et puis il va refaire également ce fronton sculpté où on peut voir le blason de Metz, redécoré, enfin redessiné sous le Second Empire. Donc on voit avec 3 abeilles et puis de part et d'autre tu peux voir des instruments de musique et puis également des masques, enfin un masque grimaçant qui est une allégorie de la tragédie et le masque souriant qui lui représente la comédie. Continuons maintenant notre visite à l'intérieur du bâtiment. Et au XVIIIe siècle, ère où la représentation fait partie du quotidien, il y a forcément des salons. Et c'est dans l'un d'eux justement que nous nous rendons maintenant, le foyer Ambroise Thomas, nom d'un grand compositeur messin qui s'inscrit dans une tradition artistique pour la capitale mosellane. Ambroise Thomas, oui, est un grand compositeur. Donc, il est né à Metz en 1811. Il a fait une très grande carrière pendant tout le 19e siècle. Et ses opéras étaient reconnus, étaient joués. Alors, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, on entend un peu moins parler de lui. On l'a un petit peu oublié. Allez, j'arrête de vous faire languir, partons maintenant à la découverte du cœur des lieux, la grande salle de spectacle bien sûr. 750 places, ce n'est pas rien. Et c'est Patrick Thill, président de la Réunion des Opéras de France, qui va nous accompagner pour la suite de notre visite. Comme dans la plupart des opéras, la salle est partagée en plusieurs espaces. Il y a bien sûr les différents balcons qui composent la salle et il y a, juste au-dessus de la scène, des loges qui à l'époque ne reçoivent pas n'importe qui. Tout est extrêmement codifié, comme nous l'explique Patrick. La loge centrale qui est au premier balcon est celle traditionnellement du maire, ou aujourd'hui du président de Metz Métropole, puisque l'opéra-théâtre est de Metz Métropole. Et vous avez dans les loges latérales, au niveau du premier balcon, qu'on appelle piano nobile, l'étage noble. Ici, on a la loge qui aujourd'hui est réservée au préfet et de l'autre côté au gouverneur militaire. Parfait. Et alors, si on se prenait maintenant pour le gouverneur de Metz, le gouverneur militaire, et qu'on allait dans sa loge? On va aller dans sa loge par le premier balcon. Super, et ben je te suis. Direction les hauteurs donc, et c'est là que je vais comprendre littéralement le sens de l'expression « voir et être vu » qui caractérise si bien le XVIIIe et le XIXe siècle. Bon alors là, il n'y a pas grand monde, mais d'habitude, il y a beaucoup plus de monde au balcon, bien sûr. Évidemment. Évidemment, là nous sommes tout seuls d'ailleurs, c'est extrêmement agréable et on a une vue qui est assez extraordinaire sur l'ensemble de la salle. On peut voir quasi tout le monde ici, et ce qui veut dire que tout le monde nous voit. Quand on découvre un lieu comme celui-ci, on a forcément envie de découvrir ses coulisses, comme par exemple la réserve des costumes, qui permettent de donner vie aux centaines d'histoires qui se sont jouées ici, sur les planches de cet opéra-théâtre. Autre lieu qui permet aux histoires de prendre vie, l'atelier bien sûr. C'est là que les décors sont conçus, en polystyrène, en bois ou en carton. Ils font partie de l'univers des spectacles que nous voyons.
L'Opéra-Théâtre de Metz, presque 3 siècles d'histoire qui s'ajoutent à l'aura historique de la ville et son architecture néoclassique, sa salle à l'italienne et sa programmation en font incontestablement l'un des éléments de patrimoine les plus remarquables du territoire mosellan. Et on termine cette édition à Cannes-Fanny. Hier, la cérémonie du 8 mai était particulière dans la commune puisque la municipalité en a profité pour inaugurer le nouvel emplacement du monument aux morts. Le monument était installé en bordure de la départementale depuis 1934, mais avec la circulation actuelle, la mairie a joué la carte de la sécurité. La stèle a donc été démontée puis replacée dans un nouveau parc près de la salle socioculturelle. L'occasion de faire également un travail mémoriel autour des 7 soldats dont le nom figure sur le monument. Des panneaux biographiques seront bientôt rajoutés. Merci de nous avoir suivis. Pour ne rien rater de l'actualité en Moselle, direction nos réseaux sociaux. Pour la suite de votre programme, découvrez Moselle Sport avec en invité Armel Chaban, vice-président en charge des sports au département. Juste après, une rediffusion de 100% jeunesse. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.